comment dire, je l'ai entendue juste une fois, cette pièce-là, je l'ai vue juste une fois. Et donc, ça fait longtemps et c'était émouvant de la revoir, là. Et c'est vrai que aussi, toutes ces voix jeunes, ça donne beaucoup de force à la pièce. J'avais imaginé justement des jeunes personnes dans la rue, etc., sur l'espoir de changer les choses et tout. Et puis après, la réalité de la guerre, puis après, le temps qui a passé, puis on est plus inquiet et tout. Mais c'était très, très juste, je trouve, ce que vous avez fait. Vraiment. Bravo pour un travail si bref, en fait. Oui, hein? oui, c'est ça. Oui. mais qui s'est beaucoup appuyé sur leur émotion première, tu vois, qui a pu vraiment se faire facilement, enfin, parce que ça s'est appuyé sur l'émotion réelle suscitée par le texte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être, je ne sais pas ce que vous savez de l'histoire de cette pièce-là. Je peux vous raconter un peu comment, Ce serait bien comment que je tu l'ai nous écrite. parles de comment et pourquoi, voilà. Dans quelles circonstances. Alors, je l'ai écrite en, je pense, 2004. J'ai été invitée à participer à un projet. Comme souvent, les auteurs, on est invités à participer à des projets d'écriture, des projets collectifs où on nous demande d'écrire une courte pièce. Et là, qui va s'insérer dans une série de courtes pièces et tout ça. Et là, il s'agissait du centenaire du journal L'Humanité. L'Humanité, qui est le journal du Parti communiste en France, comme vous savez sans doute. Et donc, ce journal a été fondé en 1904 et en 2004, c'était les 100 ans du journal. Et ils ont, les organisateurs de l'événement, voulaient souligner cet événement de toutes sortes de façons, mais entre autres par une soirée théâtre. Et les organisateurs ont invité une dizaine d'auteurs à écrire une courte pièce et il fallait s'inspirer d'un événement qui s'est passé au 20e siècle, entre 1904 et 2004. Et donc, vous imaginez, en même temps, c'est bien parce que c'est vaste, hein? Oui, on a le choix. Mais ça peut être aussi vertigineux, c'est-à-dire comment choisir de quoi on va parler. Et donc, là, une des choses que moi, j'étais la seule nord-américaine du groupe. Tous les autres auteurs étaient, la plupart français, il y en a qui n'étaient pas français mais qui vivent en France. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose, d'une part qui s'est passé dans la seconde moitié du 20e siècle, celle que j'ai connue, et d'autre part qui parle un peu du point de vue de ce que j'ai connu moi, et non. Et donc, je ne voulais pas faire quelque chose sur l'Europe ou sur la guerre mondiale ou tout ça, mais je voulais parler d'événements qui m'ont touchée, moi. Et puis, et donc, bon, là, encore, ça réduit un peu, mais encore, il faut encore chercher. Et puis, là, le journal L'Humanité m'avait envoyé un grand album qui était une espèce d'album souvenir où il y avait des pages 1 du journal sur 100 ans. Alors, j'ai feuilleté ça, et puis, bon, surtout à partir de 1950, je me suis intéressée davantage, puisque je voulais que ce soit la deuxième moitié du 20e siècle. Et puis, je cherchais, puis tout à coup, il y avait cette photo des enfants vietnamiens qui courent dans la rue, qui était une photo que vous connaissez sans doute. Puis, c'est fou, mais parce que la commande, on m'avait dit, c'est maximum 5 acteurs et on a 3 gars, 2 filles, les acteurs. Alors, donc j'ai vu la photo et j'ai dit, tiens, il y a 3 gars, 2 filles. C'est la première chose qui m'a frappée, qu'ils étaient 5 sur cette photo du Vietnam et qu'il y avait 3 garçons, 2 filles. Et puis, mais là, je me suis dit, je ne vais pas faire quelque chose sur cette photo, c'est la chose la plus... c'est une icône du 20e siècle, c'est une photo qui a été tellement montrée, qui a été commentée des milliers de fois. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus qui n'a jamais été dit sur cette photo? Ou comment je peux aborder cette photo d'une façon singulière, personnelle et tout. Et donc, j'ai mis de côté et j'ai continué à chercher, Et puis, il y a un moment, pardon, je vais prendre une gorgée.
Puis l'autre, il y avait un autre événement qui m'intéressait, qui était le mouvement des Noirs aux États-Unis et cette femme qui s'appelle Rosa Parks qui a refusé de changer de place dans l'autobus. Elle m'a toujours bien impressionnée, cette femme. Bon, après, j'ai appris que c'était pas un geste spontané complètement, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'un mouvement et que c'était décidé qu'elle allait faire ça. Moi, j'ai toujours cru que de sa propre initiative, elle avait dit non, je ne bouge pas. Et ce courage-là, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, qui sont des petits gestes comme ça, mais qui sont tellement signifiants. Donc, j'ai fait des recherches sur Rosa Parks, mais là aussi, je trouvais que ça avait été beaucoup traité, bon, etc. Alors, finalement, après toutes ces recherches, la photo, elle revenait toujours dans ma tête, elle revenait toujours, je l'ai regardée beaucoup, j'ai regardé un peu l'histoire de ces enfants-là. Vous savez que la fille là, qui brûle, là, la petite fille qui est... Elle vit au Canada maintenant et elle fait des conférences et tout ça. Et donc, je me demandais... Et il y a un moment où je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose qui m'attire dans cette photo. J'ai envie de la travailler. Mais après, bon, comment? Et justement, là, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai vu qu'elle était toujours vivante, qu'elle faisait des rencontres, des conférences et tout. Et donc, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie d'aller dans l'histoire de ces enfants-là. Je me disais, elle fait ça, cette femme-là, elle raconte l'expérience vécue, c'est beaucoup plus fort que moi, ce que je peux faire. Et donc, j'ai cherché, puis j'avais pour moi, la guerre du Vietnam, moi, j'avais 20 ans à cette époque-là, et c'était la grande cause de mon époque, en particulier en Amérique du Nord, parce que c'était les Américains, évidemment, qui étaient impliqués dans la guerre. Moi, je viens du Canada, qui est juste à côté, donc il y avait beaucoup de manifestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, mais aussi chez nous, à Montréal. Et c'était la grande cause de notre époque. Bien, il y en avait d'autres, mais en tout cas, celle-là, elle a beaucoup mobilisé la jeunesse. Puis il y avait beaucoup un mouvement pacifiste, que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. Il y avait beaucoup Faites l'amour et pas la guerre. Et il y a des photos très célèbres d'un manifestant qui met une fleur dans un fusil, etc. Et donc, j'avais envie de parler de ma propre jeunesse, tout en parlant des enfants de Trang Bang. Alors, comment faire ça? Et puis, tout à coup, je suis partie de cette idée d'être en mouvement, de marcher, que ces enfants, eux, ils courent, en fait, parce que le feu est derrière. Et puis, là, j'ai pensé à moi qui marchais dans les rues dans ces années 70, quand on criait « à bas la guerre », et qu'on était tellement sûr qu'on allait réussir à arrêter tout ça. C'était une époque, moi j'ai eu 20 ans, une époque où il y avait énormément d'espoir. On était très nombreux, on était une génération très nombreuse et on avait vraiment cette impression d'avoir le pouvoir de changer les choses. Et j'avais envie d'évoquer ces deux choses-là, le sentiment de force du groupe quand on marche dans la rue et qu'on a 20 ans et qu'on a l'impression qu'on va changer le monde et qu'on a l'impression d'avoir un certain pouvoir, la force, c'est ça, du nombre et tout. Et puis, parler essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut être, l'horreur d'être au milieu de ça. Et puis voilà, c'est comme ça que, tranquillement, j'ai eu cette idée de cette forme qui allait commencer par des manifestants qui... Bon, alors, normalement, la pièce, elle est jouée par 5 acteurs qui sont dans la position des enfants de la photo. Et puis, tranquillement, on voit qu'ils deviennent les enfants de Trang Bang. Puis, je suis partie de la position exacte des enfants, celui qui regarde derrière, les deux qui se tiennent par la main. Puis, j'ai un peu inventé, une histoire, une petite histoire autour de ces personnes-là. Puis, c'est ça, je voulais à la fois les cris des manifestants, les cris de révolte, mais aussi l'espèce d'assurance de ces gens qui vivent dans un pays protégé, où c'est pas là que les bombes tombent, et puis les cris
la détresse de ces enfants qui, eux, sont seulement dans une situation de sauver leur vie. Et donc, évidemment, dans la pièce, à partir, vous l'avez très bien fait d'ailleurs, ce grondement, parce que mon idée, c'était qu'à partir d'un certain moment, on commence à entendre un grondement, puis ça grossit, puis on se rend compte, en fait, qu'il y a des bombes qui tombent, et ça devient de plus en plus fort, et les cris des enfants sont des cris sous les bombes. Et puis, bien sûr, aussi, normalement, on voit apparaître la photo en question. Et mon idée, c'était qu'il y avait un moment où, tout à coup, bon, je ne sais pas, les spectateurs qui ne connaissent pas la pièce, à quel moment ils comprennent de quoi il s'agit. Mais c'est sûr que quand on commence à dire on est sur une route, on est sur la route 1 qui mène à Trang Bang, on a des enfants. Mais je pense que c'est le mot napalm aussi, je pense. C'est ça qui nous situe tout à coup. Et puis à ce moment-là, normalement, la photo apparaît, puis les enfants sont... les 5 acteurs sur la scène, ils reproduisent exactement la photo. Voilà. Quand on écrit sur commande comme ça, quand on a un thème imposé, comment entrer dans le thème? Voilà. Alors, je trouve que ça, c'est un sujet extrêmement intéressant et je veux bien qu'on en parle. Non, tout de suite, oui. Qu'on en parle parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de parallèle entre cette histoire de commande pour un auteur et le fait d'être distribué dans un rôle pour un acteur. Parce que c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est un peu une commande qui est passée à l'acteur d'interpréter tel ou tel rôle, Iphigénie, ou le roi Lear, ou peu importe. Et comment est-ce qu'on fait pour rentrer, comme tu le dis, pour rentrer personnellement et intimement dans cette demande qui vient de l'extérieur? Parce que c'est, voilà, à part effectivement quand on est soi-même producteur du spectacle et qu'on a choisi le rôle, c'est quelqu'un d'extérieur qui vous demande de jouer telle ou telle chose. Et du coup, c'est un peu comme une commande et il faut se l'approprier. Et donc, je veux bien que tu parles de ça un petit peu, si c'est possible. Oui. Ben, c'est vrai que c'est un processus, je trouve, au début. Moi, ça m'est arrivé assez souvent justement, d'avoir à écrire sur un thème que je n'ai pas choisi. Et la plupart du temps, au début, le thème ne me dit rien du tout. Je me dis, là, une fois, j'ai eu à écrire le thème imposé, c'était la spéculation, t'imagines? Une fois, bon, la famille, ça, une fois, c'était la famille. La famille, ça, c'est facile parce qu'on a tous une famille, on sait plus comment entrer dans la famille. Là, l'année dernière, Eastman, c'était Crime et Châtiment. Donc, la plupart du temps, et quand on m'a proposé ça, d'écrire sur un événement du 20e siècle, c'est sûr que là, je me disais, un événement, donc c'est forcément, il fallait que ce soit un événement public, pas quand j'ai eu 20 ans, moi, ou tout ça. Oui. Mais, et donc, un événement public, je me disais, forcément, je vais être dans le politique, je vais être, voilà, dans des événements qui ont touché des sociétés, etc. Et tout de suite, j'étais un peu, pas intimidée, mais je cherche toujours, moi, une façon de trouver une façon, je cherche une porte pour entrer dans le grand thème qui soit personnel et qui me touche. Ça, c'est la chose la plus importante. Où est-ce que ça me touche? Là, dernièrement, j'ai écrit une préface justement pour un festival de pièces où on a demandé à des femmes auteurs d'écrire à partir d'un thème. Là, le thème, c'était scandale. Mais moi, j'écrivais pas une pièce, j'écrivais la préface, puis j'ai parlé de ça. Qu'est-ce que c'est écrire sur commande? Et je disais, en fait, un peu, j'ai imaginé que ces femmes qui ont eu à écrire ce scandale, qu'est-ce qu'elles ont fait? Puis 5 minutes avant qu'on leur parle de ce mot-là, tu vois, le mot, c'était un mot comme un autre.
quoi. Et puis là, tout à coup, on te dit, veux-tu écrire à partir du mot? Et tout à coup, le mot devient quelque chose à explorer et on devient intéressé par le mot. Alors, on cherche dans le dictionnaire peut-être au début, après on va sur Google. Et puis, alors là, moi, j'ai fait l'expérience de taper scandale sur Google. Il y avait 20 millions de références. Et bon, après, je me suis dit, elles ont sans doute, on en parle des fois aux amis, on dit, si je dis le mot scandale, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ou moi, j'ai pu faire ça avec des amis, je disais, si on vous demande un événement du 20e siècle, à quoi vous pensez? Juste pour faire sortir les idées, faire sortir. Puis il y a toute une période comme ça d'incubation, je dirais, où je cherche, je lis sur... donc là, dans ce cas ici, j'ai regardé les unes des journaux, l'Humanité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une liste comme ça les événements qui me venaient à l'esprit en premier, parce que je crois beaucoup aussi aux choses qui viennent à l'esprit en premier, qui est spontanément à quoi on pense. Comme là, la chose qui m'a accrochée en premier, c'était cette photo des enfants, mais je l'ai rejetée pendant longtemps en me disant non, 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 c'est trop cliché, tout le monde a vu cette photo, je pourrais jamais dire quelque chose d'original sur cette photo. Bon. Et puis donc, il y a toute cette période d'incubation, mais après, il faut encore... j'ai pas encore trouvé le moyen d'entrer dans le thème. Et là, je trouve vraiment, il y a un moment, c'est une image, là, mais il y a vraiment un moment où il faut prendre ce thème ou ce mot, et puis il faut le mettre ici, il faut le mettre là, il faut le mettre là, il faut dire où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça résonne. Je prends l'exemple du corps, mais ça veut dire aussi où est-ce que ça résonne dans mon histoire, dans ma vie. Parce que pour écrire quelque chose, il faut que ça vibre quelque part. Il faut que... moi, je pense que mon travail comme auteur, c'est de créer de la vie. Comme le travail d'un acteur, c'est aussi de créer de la vie, de rendre le personnage vivant. Et comment on fait? C'est la chose la plus mystérieuse du monde. Comment on fait pour créer de la vie? Et pourquoi certains textes, on a l'impression que la vie vibre sur le papier. Hein? On a l'impression qu'il y a comme un tremblement sur la feuille. Et puis d'autres textes, c'est plat, puis ça vibre pas. Puis c'est la même chose pour le jeu, peut-être. Pourquoi on voit des acteurs, on a l'impression que on voit, il y a une vie là, qui se dessine, et puis d'autres fois, c'est appliqué, c'est bien, mais ça ne vit pas. Et donc, mon travail à moi, comme auteur, c'est de créer de la vie. Et donc là, je cherchais, oui, d'accord, parce qu'il y a le niveau des idées, on a des idées, on réfléchit, on se dit, ben, qu'est-ce qui m'intéressait, de quoi je veux parler dans le 20e siècle? Là, je vous ai expliqué un peu mon cheminement, mais quand même, il y a un moment où il faut que ça soit ressenti. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me touche? Et donc, c'est ça le plus difficile, c'est de trouver sa juste place, comme j'avais dit dans cet article. C'est quoi ma juste place pour parler de ça? C'est quoi ma juste place pour parler de ces 5 enfants qui courent sur la rue, sur la route 1? Je ne connais pas la guerre, je ne connais pas le Vietnam, je n'ai jamais vécu ça, bien entendu. Comment je peux essayer comment je peux essayer de m'approcher de cette émotion, de l'horreur, d'être au milieu de ce feu? Et donc, ma façon à moi, ça a été de passer par les manifestants, par quelque chose que j'avais connu, et de partir des cris des manifestants pour arriver aux cris d'horreur des enfants. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile à décrire et qu'on ressent plus que... moi, je donne aussi des ateliers d'écriture. Enfin, je fais du tutorat avec des étudiants en écriture à l'École nationale de théâtre à Montréal. Et souvent, je leur dis ça, ton travail, c'est de créer de la vie, mais ça, je ne peux pas te l'enseigner. Je peux te guider de toutes sortes de façons. On peut parler de structure, on peut parler de cohérence des personnages, on peut parler... Mais ce qui vibre en toi, comment c'est raccroché à toi? Il faut trouver le lien avec soi, tout le temps.
même quand on parle des choses qui sont extérieures à nous. Et je suppose que c'est la même chose pour jouer un personnage qui, soit même de théâtre classique ou même de théâtre contemporain, un personnage est toujours extérieur à nous. J'imagine que des fois, on tombe sur des personnages qui nous sont plus proches, et puis d'autres fois, des personnages qui nous sont plus loin. Mais il faut trouver le chemin. Qu'est-ce qui me relie, moi, et comment... Qu'est-ce qui me relie émotivement? Quelles questions aussi? Je trouve que pour moi, par exemple, cette pièce-là, d'une certaine... Bien sûr, ça, on peut dire ça dénonce la guerre, mais ce n'était pas mon but. Mon but, ce n'est pas de dire... mon but, c'est d'être avec eux, c'est d'être dans le ressenti de ces jeunes-là qui marchent dans la rue pour manifester et de ces enfants qui courent dans la rue. Je cherche le ressenti, je cherche, et non pas... mais bien sûr, il y a toujours un mélange de réflexion. C'est pas qu'on devient... On ne devient pas jamais juste une boule d'émotion, on réfléchit aussi tout le temps. On utilise notre intelligence, on utilise... tout ce qu'on est, en fait, pour la création. Pour l'écriture, que je connais mieux, même si j'ai une formation d'actrice, j'ai été formée comme actrice à l'École nationale de théâtre du Canada il y a longtemps. Et donc, mais ça m'aide aussi d'avoir cette expérience-là. C'était une question que je voulais te poser, oui. Mais on en parlera. Oui. Donc, c'est ça, je trouve que je cherche toujours... Le travail, c'est de trouver le lien, trouver en quoi ce personnage me touche, quelles questions m'intéressent. Moi, comme auteur, j'ai plus envie de poser des questions et que de dénoncer. J'ai envie... Le travail d'auteur, je trouve, c'est un travail qui va... constamment, je dirais, de au-dessus et en bas. Je ne sais pas comment dire, mais à mes étudiants, je dis toujours, quand tu écris, il y a une part de toi qui est au-dessus parce que tu es en train d'organiser la pièce et que c'est toi qui déplaces les pions, en fait. Mais souvent, je leur dis, mais il faut descendre. Tout le temps, il faut descendre au niveau du personnage, voir la scène à hauteur de personnage. Lui, ce personnage, il ne sait pas ce qui va arriver, mais lui, il est dans un état. C'est ça qui compte. C'est dans quel état et qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui l'anime. Et puis après, mais cet aller-retour entre en haut et en bas, ça se fait 10 000 fois dans la journée, là. Et je trouve que c'est un peu comme ça aussi, le souvenir que j'ai quand j'étais encore actrice, c'est que quand on est sur scène, on est toujours dans cet aller-retour, c'est-à-dire on n'oublie jamais qu'on est un acteur en train de jouer. Mais il y a toujours, on est toujours dans ce aller-retour où je me reconcentre, je reviens à l'émotion du personnage, même si je sais que je suis un acteur. Et là, tout à coup, je vois que mon camarade acteur, il a trébuché, et mais je reviens. Il y a cet aller-retour. Mais dans l'écriture, je trouve que c'est vraiment un mouvement de haut en bas, comme ça, où il y a une part de nous qui doit organiser, réfléchir, puis il y a une part qui doit descendre à hauteur de personnage. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça dit plein de choses sur la relation à la dramaturgie, comme le moment où tu cherchais, tu regardais, on s'intéresse, on demande aux autres, etc. Et puis la nécessité d'échapper aux clichés. Oui. Voilà, il y a le premier cliché qui vient et on se dit « Ah ouais, super, j'ai trouvé la réponse ». Mais non, c'est pas la bonne parce qu'elle est trop bête, trop simple et c'est pas la nôtre. Et puis progressivement, comment est-ce qu'on va descendre, comme tu le dis, dans cet endroit de lien profond avec ce qu'on a à tenir. Et moi, je dis souvent une chose aux acteurs avec qui je travaille, je dis qu'on porte bien les textes qui nous portent. Et là, en l'occurrence, j'ai vu à quel point le texte les portait et c'est pour ça qu'ils pouvaient le porter. Enfin, et du coup, ça dit aussi des choses sur les choix qu'on fait. La possibilité. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de refuser une commande? Ah, bonne question.
Non, ça m'est arrivé de refuser, ça m'est arrivé de refuser des commandes, mais pas parce que le thème ne me disait rien, je pense. Ça m'est arrivé parce que j'étais pas d'accord avec les conditions ou parce que j'avais pas le temps, tout ça. Mais pour le thème, je pense pas que ça m'est arrivé. Et non, parce que je pense qu'on peut, avec n'importe quel thème, dans le fond. Le pire, c'était la spéculation, je peux vous le dire. Là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais... Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que cette metteur en scène, elle montait une pièce de Balzac qui s'appelle Le Faiseur, qui est donc une pièce du 19e siècle. Puis le personnage principal, c'était un peu un spéculateur. Et puis donc, elle a commandé à 4 auteurs une courte pièce sur le thème de la spéculation et pour jouer en lever de rideau de la pièce de Balzac et tout. Et quand elle m'a dit ce mot, mais... on ne peut pas imaginer quelque chose de plus loin de moi que le mot spéculation. On pense que c'est spéculation bancaire. Je me dis, je ne connais rien là-dedans. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Donc, la première chose, j'ai ouvert un dictionnaire. Et puis, j'ai lu la pièce de Balzac aussi, puisque c'était sa matière principale, c'était la pièce de Balzac. Et puis, dans la pièce de Balzac, il y avait une jeune fille qui était la fille du spéculateur et qui était pas jolie. Et que le spéculateur était désespéré parce qu'il n'arrivait pas à marier sa fille à un bon parti, etc. Et vraiment, la pauvre fille dans la pièce, elle est un peu le laidron. Bon. Et donc, moi, j'ai dit à Anne, la metteur en scène, j'ai dit, en tout cas, si je fais quelque chose, ça va être à propos d'elle. Et donc, après, j'ai inventé quelque chose de complètement fantaisiste où c'est à propos d'une fille qui vend des parties de son corps et tout ça. Je trouve que le corps aussi, c'est souvent partir du corps. J'ai besoin de ça, de me dire, c'est où dans mon corps? Où cette jeune fille, la spéculation, c'est une jeune fille qui, ça s'appelle Morceau choisi, la pièce, et c'est une jeune fille qui fait un encan où elle vend, mais elle vend pas, c'est pas de la prostitution, là, mais elle vend son regard de jeunesse, elle vend le bleu de ses yeux la première fois qu'elle a vu la mer, elle vend la douceur de son ventre, elle vend ses souvenirs, elle vend... Et donc, c'est comme si elle est... Bon, en tout cas, donc, c'est vrai que c'était relié au terme spéculation, mais je l'ai ramené à moi, à ce qui me touchait, puis beaucoup au corps. Je trouve que quand on est acteur, j'imagine, ça passe par le corps énormément. Donc, il faut trouver comment on peut entrer dans le corps de ce personnage et comment ce personnage peut entrer dans notre corps, j'imagine. Moi, je ne fais pas de mise en scène et je ne joue pas dans mes pièces. Donc, vraiment, je les donne comme ça et je perds le contrôle complètement de ce qui arrive avec mes pièces. Ça me fait toutes sortes de choses. Des fois, il y a toutes sortes d'expériences. Il y a des expériences très heureuses, des expériences malheureuses, des fois où je me dis, mais non, mais c'est pas ça du tout. Comme hier, quand je parlais de Ismène, qui avait été élue par cette actrice qui était trop âgée. Mais c'est pas juste qu'elle était trop âgée, mais elle était trop écrasée. Et je me disais, mais non, c'est pas ça l'énergie du personnage. Et ça, c'est douloureux. Tu es dans la salle, là, puis ça fait mal. Mais d'autres fois, je suis ravie. D'autres fois, je vois comment les personnages sont incarnés, des acteurs, des actrices qui rendent bien le souffle que j'avais en tête. Mais c'est une expérience, je dirais, ambivalente. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais que j'ai commencé à écrire et puis ça a mis beaucoup de temps avant que mes pièces soient jouées, vraiment beaucoup de temps. Et donc, pendant des années, j'attendais et je fantasmais sur le jour où enfin ma pièce serait jouée puis que je serais assise dans la salle et j'imaginais que ce serait l'expérience narcissique ultime. Et puis après, quand les pièces ont commencé à être jouées, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ambigu que ça, l'expérience. C'est-à-dire que oui, il y en a un plaisir, il y a un vrai plaisir, il y a une émotion. C'est émouvant de voir
de voir ces pièces jouer. Puis bon, après, il y a est-ce que ça correspond à ce que j'imaginais ou pas? Mais il y a aussi beaucoup le sentiment d'être fragile, d'être mise à nu comme ça. Que quand les pièces sont là, j'ai l'impression qu'il y a un énorme spot sur mon intime. C'est très impliquant d'être joué. Et donc ça, ce sentiment-là d'être assis dans la salle, et même encore avec la peau d'Élisa qui joue ici en ce moment, je regarde ça, je me dis « Oh! Comment j'ai pu oser raconter ça? » Tu n'as jamais retravaillé en tant que comédienne, Carole? Non. Jamais, d'accord. Bon. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ouais. Excusez-moi, du coup, je ne pars pas sur la peau d'Élisa. Non, mais vas-y. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, j'ai été formée comme comédienne dans les années 70. Je suis sortie de l'École nationale au moment de... D'abord, il faut dire que j'ai rêvé de faire du théâtre depuis que j'avais 15 ans. J'allais au théâtre, je voulais jouer, mais je trouvais que je ne m'imaginais pas faire ça. J'étais un peu la bonne à l'école, tranquille, dans son coin. Je trouvais que je n'avais pas le tempérament pour être une actrice. Mais un jour, j'ai osé quand même passer mon audition à l'école et j'ai été acceptée. Et ça a changé ma vie complètement. Je pense que si j'avais été refusée, j'aurais pas réessayé une autre fois. Mais ils m'ont acceptée du premier coup. Alors, mais tout de suite à l'école, j'ai senti que j'étais pas vraiment à ma place. Que il y avait quelque chose... J'étais pas... j'avais toujours ce sentiment d'imposture un peu, que je suis pas une bonne actrice, que je suis pas assez comme ci, que je suis pas assez... Je pense que j'étais pas une mauvaise actrice, mais je pense que j'étais pas une très bonne actrice non plus. J'avais peut-être trop... J'étais trop dans le sens aussi. Et c'est juste en sortant de l'école, quand c'était la grande époque de la création collective, et tout de suite, très rapidement, après 6 mois, je pense, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait le Théâtre des Cuisines à l'époque, qui faisait... il y avait juste des filles, on faisait des pièces engagées sur la condition des femmes. Et une pièce, on a faite en 1975, ça s'appelait « Maman, travaille pas à trop d'ouvrages », et qui était sur le travail ménager, qui était un... Bon. Et là, je me suis sentie à ma place. Et pourtant, je ne suis pas tellement... c'est pas trop dans mon tempérament d'être dans l'engagement frontal et tout ça. Mais je pense que c'était une façon de me rapprocher de l'écriture parce qu'on écrivait nos pièces ensemble. Et je pense que c'est comme... Là, j'ai découvert avec le Théâtre des Cuisines qu'en fait, j'aimais mieux écrire que jouer. Qu'il y avait des petits moments, en plus c'était le collectif, donc c'était le collectif hard, là, tout devait être décidé par tout le monde, tout le temps. Et donc, il y a des moments où on se divisait les scènes, on faisait un canevas de la pièce, puis on se divisait les scènes à écrire, puis je me suis rendu compte que c'était les moments que je préférais. Parce que d'abord, il y avait un peu une pause là, du débat collectif, et puis que j'aimais bien ça, faire parler des personnages et tout. Et puis voilà, après le Théâtre des Cuisines, je me suis dit, je pense que je veux écrire. Et puis, je pense que je n'étais pas faite pour ça. Et donc, ça n'a jamais été douloureux pour toi de ne plus monter sur scène? Ah non. Jamais. C'est par choix. Non, je pense que de plusieurs façons, le métier de comédien, je trouve d'abord, c'est vraiment trivial, mais c'est un métier de soi où il faut travailler. Et moi, je suis quelqu'un du matin. Et aussi, chez nous, en tout cas, travailler comme comédien, ça veut dire beaucoup être comédien à la pige. Et pour gagner ta vie, il faut que tu travailles pour la télé aussi, puis parce que on ne peut pas gagner sa vie en jouant seulement au théâtre. Et donc, il faut jouer dans plein de choses et jouer dans plein de choses
pour lesquels on n'a pas nécessairement beaucoup de respect et tout ça. Et c'était pas pour moi. J'étais terrorisée d'aller passer des auditions. Tu sais, je l'ai essayé peut-être pendant 1 an et je me suis dit non. Moi, j'étais faite pour... Mais parce que il fallait que je sois au début de la chaîne. La chaîne théâtrale, c'est... Au début, il n'y a rien. Et puis tout à coup, il y a une petite idée qui naît dans la tête d'un auteur et cette idée devient une pièce et après ça devient un spectacle. Bien, moi, ma place, c'était là, au début. Mais je ne le savais pas pendant toutes ces années-là. Pendant toutes ces années-là, moi, j'étais attirée par le théâtre, je voulais être comédienne, je voulais être sur un plateau. Mais une fois que j'ai été dans une école de théâtre, c'était pas tout à fait ça. Et puis quand je me suis retrouvée dans une troupe, je me suis dit, ah, ça, c'est plus moi. Et puis même dans la troupe, ce que j'aime, c'est quand je suis pas dans la troupe. Ce que j'aime, c'est quand je me retire pour écrire des scènes. Et puis, donc, c'était pas du tout... j'ai aucun regret de ça. Jamais j'ai eu de regret, mais j'ai énormément d'affection pour les acteurs. Et comme je l'ai pratiqué un peu, je sais ce que c'est, ce métier, et je sais comment c'est difficile. Et j'ai de l'amour et de l'affection pour la générosité des acteurs et pour être acteur, il faut aimer ça tellement, parce que c'est difficile. Alors, il faut avoir besoin de ça, comme moi, j'ai besoin d'écrire. C'est pas facile non plus, être un auteur de théâtre, mais ça vient d'une nécessité. Et moi, ma nécessité n'était pas dans le jeu. Voilà. D'accord. Mais en même temps, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce rapport au corps, ouais. Au corps comme l'instrument sensible qui doit vibrer, parce qu'il est pris par un thème, parce qu'il est pris par cette nécessité. Comment cette vibration-là, je pense que le fait que tu aies été effectivement comédienne et que tu viennes du plateau, ça se sent dans ton écriture, et que ça doit t'aider à trouver cet endroit de la vibration, je pense. Oui, complètement. Je suis sûre que ça a été fondamental pour moi de faire cette formation de comédienne, que ça m'aide à comprendre. Parce que écrire pour le théâtre, c'est particulier. On écrit pour des corps, on écrit pour des voix. Et écrire pour le théâtre, c'est écrire quelque chose qui va se passer devant des gens. Écrire un roman, ça ne se passe pas devant, ça se passe dans la vie, ça se passe au café, ça se passe... Mais une pièce de théâtre, ça se passe sur un plateau de théâtre qui fait semblant d'être un café, et ça se passe devant des gens qui sont là, live, et il va y avoir ce rapport physique. Et c'est ça mon métier. Et moi, j'écris pas de romans non plus. Moi, je suis vraiment monolithe. Je suis pas du tout multitâche, comme ils disent. J'ai écrit 2 romans pour adolescents, mais on dirait qu'il y a quelque chose que je sens profondément de qu'est-ce que c'est le rapport à la scène. Et ça me vient très certainement de mes années de formation. Oui, c'était une commande, la peau d'Élisa, au sens, c'était un projet d'écriture où on m'a invitée à passer une semaine à Bruxelles. C'était un projet entre Montréal et Bruxelles. 3 auteurs de Montréal allaient passer une semaine à Bruxelles et 3 auteurs de Bruxelles une semaine à Montréal, et chacun devait écrire un texte inspiré par son séjour sur le thème « Écrire la ville ». Et encore là, comment écrire la ville? Hein? Ça, c'est vaste. Et puis la ville, c'est abstrait aussi. La ville, qu'est-ce que c'est la ville? C'est des buildings, c'est des rues, c'est des parcs, mais c'est aussi les gens qui vivent dans la ville. Et je me rappelle, c'est raconté là, dans la place vide, comment j'étais dans le train et que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'étais dans le train Paris-Bruxelles. Et puis, je me disais, en fait, je veux rencontrer des gens qui vivent à Bruxelles. Et puis, parce que ça avait un sens beaucoup dans ma vie à ce moment-là, j'avais envie de me faire raconter des histoires d'amour. Alors, j'ai fait ça. Je suis arrivée à la gare de Bruxelles. Je me rappelle encore, l'organisateur du projet, il m'attendait. Puis, j'ai dit, ben voilà ce que je vais faire. Je voudrais que vous trouviez des gens qui vont accepter de me raconter des histoires d'amour. Une histoire qu'ils ont vécue et qui vont me le raconter dans le lieu où ça s'est passé à Bruxelles. Et ça s'est organisé très vite. Et eux, ils ont appelé des amis, des amis, des amis. Et puis, je pense qu'ils ont demandé à une quinzaine de personnes. Tout le monde a accepté de venir me raconter une histoire intime. Finalement, je n'ai pas pu voir les 15. J'ai vu, je pense, une dizaine de personnes. Et puis après, c'était le plus beau séjour à l'étranger de ma vie que j'ai fait.
que j'avais toujours rendez-vous avec des inconnus dans des cafés, sur un banc de parc, tout ça. C'était drôle parce qu'on ne se connaissait pas. On faisait « bonjour », puis là je disais « voilà, c'est ça mon projet ». J'avais pas de magnétophone, je ne voulais pas enregistrer parce que je savais que ce qu'ils allaient me raconter, c'était quand même intime. Et donc j'écoutais. Et il y a des personnes qui m'ont parlé une demi-heure, il y en a qui m'ont parlé pendant 3 heures. Et puis il y avait cette dernière femme, là, une dame flamande qui m'avait donné rendez-vous dans un café. Et puis j'étais devant elle, puis elle parlait, puis elle me racontait toutes sortes de choses. Mais là, à un moment donné, je disais « oui, mais votre histoire d'amour... » Et puis elle continuait, j'ai dit « oui, mais on s'était dit que vous alliez me raconter un souvenir. » Puis tout à coup, et puis là, elle m'a dit cette phrase qui est dans la pièce. Elle a dit « bon, alors, il y a cet homme, je ne l'aime pas vraiment, mais il m'a fait connaître la jouissance à 40 ans. » Et donc, ça s'est resté là dans la pièce. Puis après, donc, ce que je faisais, c'est que j'écoutais. Des fois, j'avais deux rendez-vous par jour, des fois 3. Et j'écoutais très attentivement et je courais à mon hôtel écrire dans mon cahier ce que j'avais retenu de l'histoire. Mais déjà, entre ce qu'on m'avait raconté et ce que j'avais retenu et ce que j'ai écrit dans mon cahier, j'avais déjà échappé beaucoup de choses et j'avais déjà fait des choix d'une certaine façon. J'avais déjà commencé à réinterpréter ces histoires. Et puis, là, je suis revenue à Montréal avec ce cahier rempli en me disant « qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Et voilà, très vite, je trouvais les histoires belles, toutes les histoires qu'on m'a racontées, c'est sûr que les gens se confient et il y avait des moments magnifiques. Tout à coup, je me rappelle là, de l'histoire de Siegfried, là. Tu sais, que c'était une histoire ancienne pour elle, puis là, elle était mariée avec quelqu'un de beaucoup plus sage que Siegfried. Mais tout à coup, j'ai vu dans ses yeux, tu sais, elle a eu les yeux pleins d'eau et elle a dit « je pense que je l'aime encore ». En tout cas, c'était beau. Donc, il y avait des moments très forts là, dans ces rencontres-là. Mais j'avais donc cette collection d'histoires. Et je ne savais pas quoi en faire, mais très vite, j'ai eu le sentiment, j'ai eu cette intuition qu'il y avait une femme sur un plateau qui raconterait ces histoires-là, comme si toutes ces histoires lui étaient arrivées à elle. Pourquoi j'ai eu cette... Je ne sais pas. Et je trouve que j'ai écrit cette pièce dans une très grande liberté. Des fois, je la regarde, je suis étonnée moi-même de la liberté de la forme et du côté un peu insolite de cette pièce quand même. Et puis après, je me suis demandé pourquoi elle raconte ces histoires. Puis là, j'ai eu cette idée de la peau. Je me disais, je peux quand même pas faire ça, je peux pas parler de ça. Je trouvais ça honteux, je trouvais ça trop intime, je trouvais ça n'importe quoi, superficiel. C'est tout sauf superficiel, oui. Parce que ça parle de la vie, de nous qui vieillissons, de notre métier. C'est ça. Ça parle de tout ça. Oui, puis ça parle, pour moi, ça parle beaucoup d'écriture et de théâtre. Cette femme qui dit sans arrêt, est-ce que ça vous fait quelque chose que je vous raconte ça? Oui, bien sûr. Et comme tout à l'heure, quand tu as dit ils ont eu des frissons, ça m'a dit, parce que c'est ça notre métier, c'est de toucher les gens qui sont dans la salle comme acteurs et comme auteurs aussi. Et pour moi, je parlais beaucoup de ça. Et c'était une période aussi, quand j'ai écrit La peau d'Élisa, c'était dans cette période où j'avais écrit déjà Les 4 morts de Marie, et j'attendais une production, et ça ne venait pas. Et donc, il y avait ce côté, est-ce que ça vous fait quelque chose? Voulez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Regardez-moi. Il y a cet appel du public, cet appel de « je veux que vous me regardiez, je veux que vous m'écoutiez », tout ça. Et donc, c'est ça, j'ai eu cette idée et comme c'était pour un projet, il fallait rendre sa copie, je ne sais pas, 3 mois plus tard. Et donc, j'ai pas trop hésité. Et c'est ça, c'est une chose que je voulais dire aussi, qu'il faut faire confiance à ses premières intuitions aussi. Même quand elles nous paraissent
trop simple. Comme là, je me disais, la peau, Carole, tu vas quand même pas parler de ça. J'étais à un âge où je commençais à m'inquiéter. Enfin, j'avais l'impression de disparaître physiquement. Et une femme, quand on sent qu'il n'y a plus le même regard sur soi et tout ça. Mais je trouvais ça superficiel et futile et honteux de parler de ça. mais donc, je trouve que il y a aussi beaucoup une affaire de confiance aussi, faire confiance à ses premières intuitions, et même quand on les trouve simples et simplistes, c'est dans les choses simples, je trouve. Les choses simples, elles contiennent beaucoup, elles peuvent contenir une grande complexité. Et voilà, donc j'ai fait ça. Moi, je me disais, il faut que je rende ma copie et il va avoir sûrement une lecture. C'était prévu qu'il y aurait une lecture des pièces à Bruxelles puis à Montréal. Alors, et moi, je me disais, bien, il va peut-être avoir juste une lecture de cette pièce-là, parce que je ne voyais pas du tout comment on allait monter ça. Et puis, ben là, je ne sais pas, ça fait presque 20 ans que j'ai écrit ça, puis il y a eu, je ne sais pas, une trentaine de mises en scène différentes. Énormément. Ouais. Oui, je sais qu'il y a eu des mises en scène où il n'y avait pas de jeune homme. Enfin, oui, c'est-à-dire une voix, ou en tout cas, il n'était pas incarné. Oui, c'est ça. Oui. Et nous, ce qu'on a senti aussi beaucoup, c'est que tu avais vraiment beaucoup d'attachement à certaines histoires. Et il y avait des histoires qui étaient plus difficiles. Oui, oui. Et nous, du coup, on avait aussi du mal à entrer dans ces histoires-là. Tu vois, on a eu plus de mal à les trouver, comme par exemple... les marolles. Les marolles, voilà. Les marolles. Parce qu'après, en relisant ton texte, on s'est dit, tiens, les marolles, c'est cette jeune femme qui est venue te raconter cette histoire dans son... Enfin, pas cette jeune femme, d'ailleurs, dans un bistrot sordide, avec des portraits, c'est ça, avec des portraits horribles sur les murs, tout était moche, enfin bon... Et du coup, comment dire, oui, c'est ça, on n'avait pas un a priori, mais on s'est dit, tiens, Carole a eu du mal avec cette personne, et nous, on a du mal avec... c'est sûr qu'il y a des histoires qui m'ont touchée plus que d'autres, que j'ai développées plus que d'autres. Et je me disais, ben Elisa, c'est comme ça, elle dit, je vais prendre tout ce que vous me donnez, des petits bouts, des grands bouts, des grandes histoires. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont plus esquissées, mais il y en a qui sont très courtes, mais qui m'avaient beaucoup touchée, comme l'abbaye de la Cambre, par exemple. Je me rappelle. Mais moi, quand j'entends cette pièce, je revois tous les gens qui m'ont raconté ça. Et là, hier, l'autre fois, je me disais, tiens, ils ont vieilli de 18 ans, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et il y en a une avec qui je suis encore en contact, on est devenus amis. C'est celle qui raconte l'histoire de Yann. Elle vit en France maintenant, puis quand je viens en France, je la vois. Je trouvais ça... c'était pour rendre hommage à ces gens-là, parce que je trouvais que j'avais pris leur histoire et il fallait le dire que je ne les ai pas inventés. Il fallait que je le dise, que ces gens-là, ils ont accepté généreusement de me rencontrer, de me livrer une partie de leur vie, une partie de leur histoire intime et tout ça. Et je sentais qu'il fallait que je témoigne de ça dans la publication. Bien sûr, je n'allais pas dire leur nom, mais je voulais que tout le processus soit connu. Mais après, c'est vrai que les gens qui voient les spectacles, ils ne savent pas nécessairement parce que ce n'est pas écrit dans le programme. Mais pour l'édition, ça me semble important que ça existe quelque part. Et donc, dans l'édition, que toutes ces personnes ont accepté de me raconter leur histoire et que c'est grâce à ça que j'ai écrit. C'est ça la matière première de la pièce. Dans chaque pièce que j'ai écrite, il n'y a pas des gens qui m'ont donné leur histoire. Mettons ça, Route 1. D'ailleurs, dans l'édition, il n'y a pas une postface, mais il y a une préface où j'explique que, parce que c'est dans l'édition où il y a 4 courtes pièces, et dans la préface, j'explique que chaque pièce a fait l'objet d'une commande. Et ça aussi, je trouve ça important de dire, bien, c'est grâce à cette personne-là qui m'a appelée, qui m'a dit, veux-tu écrire sur la spéculation, que j'ai écrit cette pièce. Mais c'est vrai, et donc là, c'est beaucoup plus court, il y a comme un paragraphe
par pièce pour dire qu'est-ce que c'était la commande. Et parce que je trouve ça important c'est ça, de rendre, de souligner que c'est grâce aussi des fois à des invitations qu'on nous fait qu'on écrit quelque chose. Mais dans le cas de la peau d'Élisa, parce qu'il y avait ces gens qui avaient été... là, c'est plus qu'une commande, c'est des gens qui m'ont livré leur histoire. Je trouvais ça important de le raconter. Et puis qui t'ont fait confiance. Oui, c'est ça. Je crois beaucoup au sensible et à l'émotion, c'est-à-dire, quand je dis est-ce que ça vous fait quelque chose, bon, Élisa, elle parle de frissons et tout ça, mais je crois que mon métier, c'est de toucher les gens. Mais toucher, ça ne veut pas dire nécessairement les faire pleurer, ça peut vouloir dire mais qu'ils se sentent émus ou concernés. Et oui, je crois à ça. Et moi, je crois que dans une salle de théâtre, l'émotion, c'est ça qui nous réunit. Que quand tout à coup, il y a la même émotion partagée par tout le monde, qu'il soit l'horreur, qu'il soit la tendresse, qu'il soit l'amour, qu'il soit... Mais on le sent dans une salle, tout à coup, tout le monde est réuni. Et c'est par ça qu'on est réunis, c'est par cette émotion. Et si on est devant un objet qui ne nous touche pas, qui s'adresse seulement à notre intellect, on est seul, on est à essayer de comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Mais il n'y a pas ce mouvement. Et moi, je crois à ça. Je pense que c'est ça le théâtre, c'est la réunion de personnes. Et je pense qu'on est réunis et qu'on forme un tout au moment où on est rejoint par l'écriture, par le spectacle, je veux dire. Et du coup, ça rejoint, je trouve, route 1. Oui. C'est-à-dire, peut-être qu'on peut se dire que ce que tu cherches au théâtre, c'est ce même soulèvement, même si... Oui. Que le soulèvement qui amène des gens dans la rue oui. Pour protester ou pour demander, mais c'est cette réunion-là, éphémère, mais oui. sur un vrai mouvement, quoi. Oui. Commun, partagé. Puis c'est difficile à réussir. Et on essaye beaucoup, on ne réussit pas tout le temps. Et puis le théâtre, ça implique beaucoup de gens. Donc mon métier, c'est difficile parce que moi, j'écris une partition qui va être lue par un metteur en scène, qui va être relayée par des comédiens. Et c'est presque un miracle quand tout ça converge et finit par faire un spectacle qui vibre vraiment. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent faire des couacs, là. Puis je ne vous parle pas des éclairages, puis des perruques, puis des maquillages, puis tout ça compte. Les costumes. Entendez bien ça, parce que le prochain exercice que j'ai donné aux premières années, c'est chacun, effectivement, de faire 3 minutes d'improvisation sur un des multiples métiers du théâtre le jour d'une première. Donc, entendez bien aussi que, bien évidemment, on est chacun responsable de sa partie, mais qu'il y a aussi toute cette interaction et qu'il y a aussi toute cette solidarité en même temps, toute cette difficulté à converger, mais en même temps toute cette solidarité nécessaire. Donc, pensez bien à ça pour vos petites impros. Moi, il y a une notion que je trouve très intéressante aussi là-dedans, je rebondis là-dessus, c'est d'être au service d'un spectacle. Et ça, je trouve que c'est une notion très importante qu'on ne réalise pas toujours tout de suite. Moi, je l'ai réalisé bien après avoir commencé mon métier, mais ça, c'est important aussi, je trouve. Ma première expérience en sortant de l'école, c'était la création collective. Et bon, mais c'était une toute autre forme de théâtre qu'on faisait. Hein. C'était du théâtre assez didactique, du théâtre d'agite-propre, comme on disait à l'époque. Mais quand même, on se mêlait de tout. Tout le monde faisait un peu de mise en scène parce qu'il fallait faire tout ensemble et tout ça. Et c'est vrai que quand cette aventure a été terminée, j'étais tellement... j'étais épuisée de cette expérience collective que la seule chose que je voulais, c'était de me retirer. et
Et donc, et puis que j'avais le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place dans le théâtre. Quand j'ai commencé à écrire, je me rappelle encore du matin où je me suis dit, parce que j'ai fait un long chemin, après le théâtre des cuisines, j'étais un peu, quand ça a été fini, cette aventure-là, j'étais un peu perdue. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais pas fait la carrière, au sens où, avec le théâtre des cuisines, on jouait pas du tout dans le réseau professionnel, on allait jouer dans les sous-sols d'église, puis on allait vers les gens qui vont jamais au théâtre et tout ça. Et il y avait une espèce de missionnariat là-dedans, mais au bout de 10 ans, moi, je n'avais pas fait de carrière, je ne m'étais pas construit une carrière et tout. Et puis, tout ce que je savais, c'est que je voulais écrire. Et puis, je ne savais pas comment commencer. Là, quelqu'un m'a dit, à l'Université du Québec à Montréal, il y a un nouveau programme de maîtrise où on peut faire un mémoire création. Et donc, j'ai fait ça pour me donner un cadre pour écrire. J'ai fait une maîtrise en théâtre et mon mémoire de maîtrise, c'était ma première pièce. Et puis donc, c'est venu tranquillement comme ça. Et pendant tout ce temps-là, j'ai raconté ça pour dire que pendant que j'écrivais ma première pièce qui s'appelle Baby Blues, puis j'avais une petite fille de 2-3 ans à l'époque, puis je me rappelle que j'étais dans la cuisine, je me levais à 6 heures le matin pour écrire parce qu'après la journée partait. Puis là, un matin, je me suis dit, « Ah, mais c'est ça que je sais faire! » C'est ça ma place dans le théâtre. Et j'ai plus jamais changé d'idée après. Mais si je dis que je regrette, c'est parce que c'est vrai que le théâtre, c'est une affaire de plateau. Et que... Mais le texte est important, il est encore très souvent, il est la pierre angulaire du spectacle, même s'il y a plein d'autres spectacles qui se font autrement par l'écriture de plateau, l'improvisation, etc. Mais des fois, je regrette d'être aussi loin du plateau. Mais en tout cas, mettre en scène mes propres pièces, ça me dit rien. Je pense que j'ai pas un sens de l'espace comme ça. C'est pas mon métier, c'est pas moi, mais j'aimerais ça être capable. Des fois, j'aimerais ça être capable. Mais il n'y a aucun des personnages qui est moi, souvent, ça part évidemment, par exemple, Justine dans Small Talk, ça part de ce petit truc tout petit qui est que je ne suis pas très à l'aise en société, dans le small talk, quand je ne connais pas les gens. Puis avec mon compagnon, on rit toujours de ça. Puis là, quand je vais au théâtre, je fais exprès d'arriver juste quand ça commence parce que j'aime pas ça, être dans le hall. Puis « Ah, comment ça va, toi? Puis qu'est-ce que tu fais de bon? » Puis, enfin, et puis c'est parti de cette toute petite chose que je trouvais hyper superficielle, encore une fois. Et puis j'ai construit autour de ça. Puis... Mais donc oui, c'est sûr qu'il y a une part de moi, mais plus je construis le personnage et plus il s'éloigne de moi. Plus il s'éloigne de moi dans l'anecdote, en tout cas dans les détails de la vie. Le collier d'Hélène, c'est sûr que moi, je suis allée au Liban, donc j'ai créé ce personnage qui s'appelle Hélène, qui est dans une ville du Moyen-Orient, qui a perdu son collier. J'ai perdu mon collier au Liban. Mais après ça, après, ça devient un personnage qui se sépare de moi. Et puis aussi, je pense que tous mes personnages principaux sont des femmes, sauf Simon Labrosse, mon cher Simon. Et puis, bon, Jean et Béatrice, c'est équivalent, mais c'est surtout Béatrice, quand même, qui mène le jeu. Mais ça me vient naturellement. J'ai pas du tout de... Je me pose jamais la question. Même quand j'avais créé Simon Labrosse, quelqu'un m'avait dit « Mais pourquoi t'en fais pas une femme? » Tout ça. Puis j'avais dit « Ah, je sais pas pourquoi, mais non. Si Simon Labrosse est une femme, ça va devenir trop... ça va être trop marqué, on va avoir l'impression que c'est parce qu'il est une femme qu'il n'arrive pas à, etc. » Et pour moi, mais je ne m'étais même pas posé la question. C'est quelque chose qui vient spontanément. Et donc, spontanément, c'est vrai, je me projette dans des personnages de femmes, et pourquoi pas, c'est bien naturel. J'ai commencé à écrire une pièce il y a 1 an et demi qui s'appelle Nassara. Nassara, ça veut dire, c'est un mot en moré qui est la langue principale parlée au Burkina Faso. Et Nassara, ça veut dire blanc, homme blanc, femme blanche. Bon. Et j'ai travaillé sur cette pièce pendant 1 an et demi et elle a pris une direction
que je n'avais pas prévu au départ, cette pièce. Et j'ai fait entrer un personnage qui a chamboulé tout là où je m'en allais. Et là, je ne sais pas quoi en faire. Et donc, elle est en suspens là, cette pièce, où j'ai arrêté, ça fait au moins 6 mois, là. Et donc, en rigolant un peu, je dis que je l'ai mise dans un coma artificiel. Vous savez, des fois, on fait ça quand il y a un accident, on met les gens dans un coma artificiel jusqu'à temps que leur cerveau et qu'ils retrouvent un peu le... et donc, moi, j'ai fait ça avec cette pièce. Je l'ai mise dans un coma. Et de temps en temps, je vais voir si elle respire encore. Et elle respire, je pense. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que j'ai fait une expérience assez particulière avec une amie auteure à Montréal qui s'appelle Lise Vaillancourt. On est 2 auteurs à peu près de la même génération et on se connaît bien. Et elle commençait une pièce. Il s'est trouvé qu'au printemps 2014, on commençait à écrire une pièce en même temps. Elle commençait une pièce, moi je commençais une pièce. Moi, c'était Nassara. Et elle, c'était une autre pièce. Et donc, je lui ai proposé un pacte parce que l'écriture, c'est très difficile d'avoir la discipline d'écrire parce que tout est toujours plus urgent que d'écrire. Et c'est très facile de se laisser distraire. Puis l'écriture, c'est difficile de... Quand on est comédien, on n'a pas le choix, on a des heures de répétition et tout ça, mais quand on est auteur, le matin, après le café, de se dire, bien là, je m'en vais à ma table et off. Et donc, j'ai dit à Lise, je te propose un pacte où on s'écrit on entretient une correspondance sur nos pièces en chantier, mais de façon régulière. C'est-à-dire, moi, je t'écris une semaine, la semaine d'après, c'est toi, la semaine d'après, c'est moi. Et vraiment, le sujet de la correspondance, c'est où on est rendu dans notre pièce, comment ça évolue. Et on a fait ça pendant 2 ans ou 1 an et demi. Et donc, dans cette correspondance, il y a toute l'histoire de Nassara et il y a le blocage à un moment, et il y a ce jeune homme qui ne devait pas être là, qui est rentré, et que je ne sais pas quoi faire avec. Et donc, j'ai mis Nassara en coma, mais là, je suis en train de travailler. On est en train de faire quelque chose avec cette correspondance. En disant peut-être que le chemin est plus intéressant que le résultat. En tout cas, je suis sûre que le chemin est intéressant. Puis c'est intéressant parce qu'on est 2 auteurs à échanger. Donc, il y a nos 2 univers qui se développent. Et en même temps, bien, on est 2 auteurs qui écrivent depuis longtemps et il y a toutes nos réflexions sur notre métier, sur l'écriture et sur notre combat de jour en jour pour trouver comment demeurer vivante et pertinente. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, Je pense à You, mais c'est pas une... donc, Je pense à You, c'est pas une commande cette fois. De temps en temps, j'écris spontanément. Et Je pense à You, c'est une pièce que j'ai... donc, un jour, c'était le 23 février 2006, je crois, j'ai lu dans le journal un article à propos d'un jeune Chinois d'un Chinois qui venait sortir de prison après avoir fait 17 ans de prison pour avoir lancé de la peinture sur le portrait de Mao pendant les événements de la place Tiananmen. Et l'article disait qu'il était atteint de maladie mentale à la suite des mauvais traitements qu'il avait reçus en prison. Et il avait, je ne sais pas, peut-être 45 ans, parce qu'il était tout jeune quand il est rentré en prison. Et je ne sais pas pourquoi cet article m'a attirée, encore une fois, suivre ses intuitions, parce qu'on en lit des choses horribles dans le journal tous les matins. C'était juste un entrefilet, et je l'ai lu et relu. Je me suis dit, est-ce que je me rappelle de cet incident-là? Est-ce que ça avait été dans les journaux? Et là, j'étais allée bien sûr sur Google, et là, je l'ai trouvé, lui, mais j'ai vu qu'il n'était pas seul, qu'ils étaient 3 à avoir lancé la peinture, et que les 3 avaient fait la prison. Un a fait 20 ans, l'autre a fait 17 ans, l'autre a fait 10 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, j'étais extrêmement touchée par ça. Je pense que ce qui me touchait, c'était un geste qui avait blessé personne, qui avait tué personne. C'était un geste symbolique. Et pour un geste symbolique, de payer si cher,
Puis le geste iconoclaste, un peu de lancer, puis c'était de la peinture sur un portrait. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée, intéressée. Mais j'étais en train d'écrire une autre pièce, donc j'ai mis ça de côté, j'ai découpé l'article. Et puis, après 2 ans, 3 ans, je me suis dit, ah tiens, il y avait cette histoire du chinois. Puis là, j'ai découvert en relisant l'article, j'avais la même urgence de m'approcher de ça. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai cherché. Donc il y a eu une grande phase de recherche aussi. Comment m'approcher de ça? J'ai jamais été en Chine, j'étais pas là à la place Tiananmen. Toujours la même question. Là, c'était pas un thème imposé, mais c'était quand même un événement qui s'était passé très loin de moi. Très vite, j'ai su que j'allais pas faire une pièce qui mettrait en scène ces 3 garçons, qui raconteraient leur histoire, parce que je me sentais pas capable de faire ça, parce que je savais rien d'eux. Et donc là, j'ai eu l'idée au fond, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ça me touche autant. Et donc là, j'ai créé ce personnage de Madeleine qui elle-même est chez elle et elle trouve cet article dans le journal et elle cherche, elle commence à reconstituer l'histoire des 3 Chinois. Et c'est l'histoire des 3 Chinois la renvoie à elle, à ce qu'elle a vécu. C'est une femme d'un certain âge qui a été militante, qui se pose plein de questions sur le sens de sa vie à ce stade-là. Puis au début, là, je pensais qu'elle serait toute seule, que ce serait un monologue. Puis tout à coup, je me suis dit non, je veux qu'elle soit en rapport avec quelqu'un, mais qui? Et puis il y avait un homme qui tournait autour de moi depuis un bout de temps, cet homme qui a vécu tout seul avec son enfant malade. Je ne sais pas pourquoi, mais il était là. Je me disais un jour, je vais écrire à propos d'un homme qui vit tout seul avec son enfant malade. Et puis voilà que je l'ai rapatrié dans Je pense à You. Et puis après, j'ai dit, je pense que j'aurais envie qu'il y ait une voix jeune, parce que je trouvais que là, c'était pas mal baby boomers, là. Et oui, j'avais envie tu sais, parce que c'était 2 personnes dans la cinquantaine, et j'avais envie de les confronter à une voix plus jeune. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas? Et je savais que Madeleine n'avait pas d'enfant. Oui, alors je me suis dit, c'est qui ce jeune? Et puis là, j'ai pensé, une jeune étudiante qui apprend le français. Et voilà, comment ça c'est. Puis après, alors là, j'ai créé ma fiction. Mais c'était la première fois que je faisais ça, créer une pièce de fiction, mais dans laquelle il y avait une partie documentaire, c'est-à-dire que ces 3 jeunes hommes, ils ont existé pour vrai, ils ont fait de la prison pour vrai, etc. Et puis, là, donc, j'ai plongé dans la fiction, j'ai écrit, puis de temps en temps, je retournais sur Google pour chercher sur Tiananmen, comment ça a commencé Tiananmen, c'était quoi au juste, puis c'est qui ces personnages, qui étaient au pouvoir à ce moment-là et tout. Et puis un jour, comme ça, je suis tombée sur un des 3 Chinois, j'ai compris qu'il vivait au Canada, il s'appelait Lu Decheng. Là, j'ai sauté, je me rappelle. Et là, j'ai vu Lu Decheng, il vit à Calgary depuis 2006. Et donc là, je me suis dit, il faut quand même que j'aille le rencontrer. Donc, j'ai réussi à le rencontrer. Par Amnesty International, je l'ai repéré. Il a accepté de me rencontrer. Je suis allée à Calgary. J'ai passé 3 jours avec lui. Il m'a raconté son histoire. Mais moi, j'étais déjà avancée dans ma pièce. Puis là, je suis revenue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je change mon histoire? Je n'ai pas changé mon histoire. Mais il a beaucoup influencé. Ce qu'il m'a raconté, ça a teinté la pièce. C'était extrêmement émouvant aussi de rencontrer cet homme-là. C'était très intéressant. Qui m'a raconté. Lui, il a fait 11 ans de prison, donc il m'a raconté tout ça. Puis après sa fuite de la Chine, en tout cas. Mais c'est sûr que là, je me disais, moi, j'ai décidé de rester avec Madeleine, qui ne sait rien de tout ça, parce que Madeleine, elle n'est pas allée à Calgary rencontrer Lu Decheng. Elle ne connaît de cette histoire que ce qu'elle a vu sur Internet. Et comment on se sent relié à ça, mais j'essaie toujours de trouver ma juste place, justement, par exemple, là, pour parler de cette histoire de Tiananmen. Qu'est-ce que c'est ma juste place pour parler de ça? Et moi, je ne suis pas une sociologue, je ne suis pas une politicienne, je suis une auteure, je travaille avec le sensible. Et comme tout le monde, je suis touchée par les événements du monde, mais 95% des événements du monde, ils me parviennent par mon ordinateur et ma télé, et je n'en
sais pas plus. J'ai pas d'expérience sensible de la guerre, j'ai pas d'expérience sensible de tout ça. Alors, comment je fais? Et donc, j'essaie de témoigner de ça, de quelqu'un qui vit sa vie à Montréal et qui a été une militante et qui est allée dans le Grand Nord et tout, mais qui est bouleversée par quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans à des jeunes Chinois. Pour moi, c'est ma place. Mais c'est pas... Enfin, après, c'est personnel, hein? Chacun, peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire autrement, peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire parler ces jeunes Chinois, mais moi, c'est ça ma façon d'entrer dans l'histoire puis dans les grands, ce qu'on appelle les grands thèmes. Et tu emportes ce témoignage de toute façon. Oui. Donc, bon. Oui, et ça fabrique une position éthique, voilà. Enfin, qui est une poétique. Moi, j'aime bien ce rapport entre l'éthique et la poétique. Oui. C'est qu'on sent à travers toutes tes pièces une éthique qui fait qu'on sait quand est-ce qu'on est en face d'un texte de Carole Fréchette.